Le cri perçant du petit garçon déchira le silence feutré de l'orphelinat, rebondissant sur les murs comme un écho de la propre terreur de Séraphina. Il s'était carapaté comme si elle était une menace, ses petits yeux ronds fixés sur elle avec une peur primale. Même ici, au milieu d'enfants aspirant à un foyer, elle était un paria. La responsable du centre, une femme au regard là, mais bienveillant, avait murmuré « Les enfants sont comme des animaux. Ils sentent l'énergie. Ce que les yeux seuls ne peuvent voir. » Ces mots la hantaient, un refrain lancinant à sa solitude. Pourquoi les enfants, même ceux qui n'avaient connu que l'abandon, la fuyaient-ils ainsi? Pour comprendre cette désolation, ce vide qui la consumait, il fallait remonter le fil du temps à une époque où le cœur de Séraphina était un jardin clos, imperméable à la tendresse qu'elle refusait si ardemment. Au cœur de Nairobi Southby, Elias, la trentaine entamée et fonctionnaire dévoué, portait le poids du monde sur ses jeunes épaules. Aîné de 3 enfants, la perte tragique de leurs parents dans un accident de la route près de Nyahururu l'avait propulsé au rang de figure parentale. Il avait mis sa propre ascension universitaire en veilleuse pendant des années, un sacrifice silencieux pour que Séraphina, sa sœur cadette, puisse non seulement aller à l'école, mais en sortir diplômée. Et Séraphina était devenue sa fierté, grande, d'une beauté saisissante, la langue acérée, elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un pour qui la poussière sous ses souliers était une offense. Tandis qu'Elias, son frère aîné, cultivait l'humilité et la douceur, Séraphina était un brasier. Elle s'habillait comme si la ville lui appartenait et parlait comme si le silence l'insultait. Après son diplôme de l'université Kenyatta, sans toit où préparer sa chasse à l'emploi, Elias lui ouvrit naturellement ses portes. Reste aussi longtemps que tu le voudras. C'est chez toi ici. À l'époque, leur foyer n'abritait qu'Elias et sa jeune épouse, Grace, une âme douce et paisible, si sereine qu'elle aurait pu apaiser le tonnerre. Mais avec l'arrivée de Séraphina, cette paix commença à se fissurer. Cela débuta par des roulements d'yeux de Séraphina lorsque Grace priait trop longtemps, puis vinrent les plaintes, la maison empestait le poisson frit et les herbes. Un soir, elle refusa même l'ugali préparé par Grace, le jugeant trop épais, lui préférant des frites achetées à l'extérieur. Mais la véritable rupture survint le jour où Grace donna naissance à des jumeaux, Léo et Luna. 2 bébés joufflus et pleins de vie, bénédiction pour leurs parents. Pour Séraphina, cependant, ils furent une malédiction. Dès leur arrivée, elle changea radicalement. La sœur, autrefois légèrement snob, se mua en une tempête ambulante. Elle ne saluait plus Grace et évitait les bébés comme s'ils étaient contagieux. Leurs pleurs nocturnes étaient accueillis par le claquement rageur de la porte de sa chambre. Même l'odeur de talc et de lait l'irritait, la poussant à asperger le salon de parfum. La vue de minuscules chaussettes, de couches usagées et de jouets éparpillés la révulsait. Un après-midi, alors qu'Elias était au travail, Grace, épuisée, se tenait dans la cuisine. Luna pleurait sur son dos, Léo se tortillait dans ses bras. À bout de force, elle appela sa belle-sœur. « Séraphina, s'il te plaît, aide-moi juste à tenir Léo pendant que je chauffe son lait. » Séraphina, qui se faisait les ongles dans le salon, leva un sourcil. « Moi? Suis-je devenue une domestique ?» Grace sourit poliment. « Non, ma chérie, juste quelques minutes. » Mais Séraphina explosa. « Tu n'aurais pas dû faire des jumeaux si tu ne peux pas t'en occuper. » Un silence glacial s'installa, plus lourd qu'une cloche d'église à la messe de minuit. Malheureusement, Séraphina ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, revenant d'un déjeuner galant, elle trouva Léo rampant près de la porte d'entrée. Elle hurla. Cet enfant a fait pipi par terre. Burke, Grace, tes enfants sont des animaux. Grace accourut, s'excusa et ramassa son bébé. Je suis désolée. Il est sorti de la chambre en rampant. Je ne savais pas. Séraphina cria. Tu ne sais rien. Tout ce que tu fais, c'est respirer et allaiter. C'est ça la maternité? Très peu pour moi. À partir de ce jour, Séraphina n'adressa la parole à Grace qu'en cas d'absolue nécessité. Un jour, elle dit à son frère « Tu dois construire une dépendance pour les domestiques ou je déménage. » Elias, pris entre la femme qui élevait ses enfants et la sœur qu'il avait lui-même élevée, la supplia « Sois patiente, Séraphina. Les bébés n'ont que 6 mois. » Exactement, siffla Séraphina, seulement 6 mois et j'ai déjà l'impression d'être dans une crèche construite en enfer. Cependant, dans tout cela, ce qui blessait le plus Grace n'était pas les mots ou les actes de Séraphina, c'était la réaction des bébés. Léo pleurait dès que Séraphina entrait dans la pièce.
Luna détournait la tête et cachait son visage dans le giron de sa mère, comme si leurs esprits innocents pouvaient sentir sa haine. Elle ne veut pas de nous. Puis un jour, Sérafina rentra, le pas léger. Elle laissa tomber son sac et annonça « Je déménage la semaine prochaine. J'ai trouvé mon propre appartement. Fini les symphonies de pleurs de bébé. » Elle rit. Seule elle riait, car Elias resta figé, sous le choc, et Grace était trop lasse pour réagir. Cette nuit-là, tandis que Sérafina faisait ses valises, elle publia sur son statut WhatsApp « Je quitte enfin le zoo pour bébé. La liberté sans la bougie à la vanille. » Pendant ce temps, dans la chambre des jumeaux, Grace serrait ses enfants contre elle. Elle regarda leur visage innocent et pleura. « Ne vous inquiétez pas, mes anges, un jour elle comprendra. Un jour elle voudra ce qu'elle déteste aujourd'hui. » Comme prévu, le nouvel appartement d'une chambre de Sérafina à Lavington était moderne, sols en marbre blanc, poignées de douche en or rose et une cuisine qu'elle utilisait à peine, n'étant pas faite pour émincer des oignons. Elle avait décroché un poste en communication dans une agence de relations publiques et, avec sa langue bien pendue et sa garde-robe flamboyante, elle gagna rapidement en popularité. Les clients adoraient son esprit vif, ses patrons son audace. Sur Instagram, ses légendes pétillaient de sarcasme. La maternité, c'est magnifique. Seulement pour ceux qui aiment le bruit et le caca. Un autre jour, une autre diarrhée de couche. Mesdames, s'il vous plaît, arrêtons avec ce non-sens des enfants sont une bénédiction. La paix et les siestes sont aussi des bénédictions. Ses abonnés riaient, soutenaient et repartageaient. Mais pas tous. Une de ses amies d'université, Aïcha, commenta sous un de ses posts « Un jour, tu réaliseras combien ces petits inconvénients sont importants. Puissions-nous ne jamais pleurer pour ce dont nous nous sommes moqués ?» Sérafina vit le commentaire et rit, bloquée. « Qui a besoin de mauvaises ondes ici, s'il vous plaît ?» Un vendredi soir, Sérafina retrouva un groupe d'amis dans un restaurant chic de Kilimani. Le plan était de boire un verre et de se détendre. Mais l'une d'elles, Fatima, jeune maman, vint avec son bébé de 3 mois. Dès que le bébé éternua, Sérafina roula des yeux et repoussa son cocktail. « Oh mon Dieu, les bébés doivent-ils me suivre partout maintenant ?» Fatima, qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines, parut blessée. « Désolée, je ne pouvais pas la laisser seule à la maison. » Sérafina ricana. « C'est bon. J'ai juste hâte d'avoir ma propre maison. Mon mariage sera pour moi et mon homme. Les enfants auront des limites. » Personne ne lui dit rien. Mais plus tard, cette nuit-là, Fatima lui envoya un message privé. « Sérafina, tu sais, tout le monde qui a des enfants ne devient pas malheureux, n'est-ce pas? Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Les mots ont du poids. » Sérafina tapa une réponse, s'arrêta puis l'effaça. Mais elle ne changea pas, car ses moqueries évoluèrent avec le temps. Elle avait toujours quelque chose d'humiliant à dire sur les bébés. Pourquoi les mères qui allaitent sont-elles toujours si stressées? Ce n'est qu'un enfant, pas un ouragan. Toutes ces tantes, avec 4 enfants et plus de taille. Ce ne sera jamais moi, s'il vous plaît. Elle rit même quand quelqu'un lui raconta l'histoire d'un bébé mort après avoir été laissé dans une voiture. C'est pour ça que je veux pas d'enfants maintenant. Ils sont trop délicats et trop nécessiteux. Tout le monde fut trop choqué pour répondre. Un dimanche, Elias vint lui rendre visite avec Léo et Luna, qui avaient maintenant presque 2 ans. C'était la première fois que les enfants venaient dans son appartement depuis son déménagement. Elle les accueillit avec un sourire pincé et souligna rapidement « Attention, on ne touche pas aux meubles. C'est pas le marché de Goumba ici. » Les enfants se tinrent tranquilles, la regardant avec confusion. Léo, curieux, tenta de toucher son coussin en velours, mais elle le lui arracha des mains en criant « Sais-tu combien ça coûte? Regarde tes mains sales. » Même quand Luna se pencha pour l'embrasser, Sérafina recula et se moqua. La sueur et le maquillage ne font pas bon ménage. Reste à l'écart. Elias regarda sa sœur avec déception. « Sérafina, tu deviendras mère un jour, et alors tu comprendras. » Sérafina rit et agita la main. « Pas dans cette vie, grand frère. » Les cieux entendirent, et quelque part, dans le firmament, la porte de la miséricorde commença à se fermer lentement. Quelques mois plus tard, Sérafina rencontra Victor lors d'un lancement médiatique de haut vol à Westland. C'était un architecte senior de Kisumu qui venait d'ouvrir son cabinet à Nairobi. Il parlait doucement, mais avec autorité. Sa montre-bracelet coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens, mais il la portait comme si elle n'avait aucune importance. Sérafina fut immédiatement séduite,
Victor était tout ce qu'elle avait inscrit sur sa liste de prières, riche, raffiné et responsable. Et contrairement à la plupart des hommes, il semblait pas se soucier qu'elle soit directe ou têtue. En fait, il l'admirait. Un jour, alors qu'il mangeait des sushis sur un toit terrasse, il la complimenta. « Tu es un feu, et le feu fait fondre les hommes froids. » Leur relation évolua rapidement. Ainsi, 3 mois plus tard, il la demanda en mariage. Serafina hurla d'excitation, tandis que les appareils photo crépitaient. La vidéo devint virale. La reine des RP enfin casée. Les préparatifs du mariage commencèrent presque immédiatement et Serafina savait ce qu'elle voulait. Un mariage coloré, cher, élégant et surtout sans bébé. Elle n'invita même pas les jumeaux d'Elias, ses propres neveux et nièces. Quand Grace l'appela pour lui demander pourquoi, Serafina répondit « Ils sont trop bruyants. S'il te plaît, je ne veux pas d'enfants qui gâchent mes photos de mariage. » La voix de Grace était calme au téléphone. « Eh bien, tu auras besoin de ces enfants un jour, Serafina. » Elle rit. « J'en aurai de meilleurs d'ici là. » Le jour du mariage arriva bientôt, et effectivement, pas un seul enfant n'était en vue. Même les demoiselles d'honneur tenant des fleurs furent remplacées par des adultes portant des pétales dans des paniers dorés. Certains qualifièrent cela de chic, d'autres d'étrange. Mais Serafina s'en moquait. Elle dit à sa demoiselle d'honneur « Tu vois, je n'inaugure pas mon mariage avec des baleineaux en arrière-plan. C'est mon air d'élégance. » Le mariage commença en douceur, mais au bout de quelques mois, Serafina commença à changer, non pas par choix, mais parce que sa mentalité évoluait. Victor voulait des enfants et avait été patient, jusqu'à ce soir où il demanda à Serafina « Alors, es-tu prête à ce qu'on commence à faire des bébés maintenant ?» Serafina sourit maladroitement. « Je croyais qu'on avait dit qu'on profiterait d'abord de la lune de miel. »« Oui, j'ai dit ça, mais la vie est courte, et d'ailleurs, ma mère réclame déjà des petits-enfants. » La poitrine de Serafina se serra légèrement. Elle n'utilisait plus de contraception depuis leur 3e mois de mariage. Elle essayait activement de tomber enceinte, mais rien ne se passait. Au début, elle attribua le retard au stress ou à son alimentation. Puis elle consulta un gynécologue. Après une série de tests, le médecin déclara « Vous allez parfaitement bien, vous êtes fertile et en bonne santé. Donnez-vous juste du temps. » Quand Victor fit ses propres tests, le laboratoire rapporta « Excellente numération des spermatozoïdes. » Alors, quel était le problème ? Car chaque mois, les règles arrivaient ponctuellement, comme un méchant professeur de mathématiques. Avec le temps, Serafina commença à se rapprocher d'amies enceintes ou jeunes mamans. Elle suivit également toutes les créatrices de contenu maternité sur Instagram, aimant toutes leurs vidéos. Mais les souvenirs commencèrent à la hanter. Ils venaient d'eux-mêmes. Un soir, alors qu'elle se détendait, elle se souvint du jour où elle avait dit à Grace que les bébés étaient une perte de hanche, la fois où elle avait ri d'une femme dont l'enfant s'était sali en public, et la fois où elle avait sifflé quand Léo avait vomi par terre. Elle avait fièrement déclaré « C'est pour ça que je ne fais pas dans les enfants. » Ils viennent avec des malédictions. Maintenant, ses propres mots résonnaient douloureusement à ses oreilles, comme un son aigu dans le tympan. Un jour, elle se retrouva au supermarché, fixant un paquet de lingettes pour bébé. Elle le prit, le renifla et le reposa rapidement, comme si l'odeur lui brûlait le nez. Pire encore, son mariage en pâtissait. Victor commençait à se coucher tôt. Il rentrait tard et parlait moins. Serafina se mit à l'épier comme un faucon, l'accusant même de la tromper. Il ne se défendit pas, demandant simplement « Est-ce que ça importerait ?» Une nuit, après 2 ans d'attente et d'espoir, elle prononça enfin les mots amers, à voix haute, dans l'obscurité. « Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi juste un bébé. Je ne me moquerai plus jamais d'eux, je ne rejetterai plus jamais aucun enfant. » Juste un. Mais la pièce resta silencieuse, comme si ses propres mots se moquaient d'elle en disant tu ne le penses pas vraiment, n'est-ce pas ? À la fin de leur 4e année de mariage, Serafina avait totalement changé. La femme qui marchait autrefois avec audace et parlait sans complexe se réveillait maintenant au milieu de la nuit pour vérifier si ses seins étaient douloureux. Elle suivait son ovulation sur 5 applications différentes. Elle faisait bouillir des herbes. Elle priait à 3 heures du matin. Elle buvait un jus amer d'un herboriste de rue qui lui engourdit les lèvres pendant 2 jours. Mais toujours rien. Un samedi après-midi pluvieux, Serafina était assise seule dans son salon, faisant défiler paresseusement Instagram quand elle vit une photo qui lui serra le cœur. C'était Grace, sa belle-sœur,
tenant une nouvelle petite fille à côté de Léo et Luna, désormais grands et souriants, des dents en moins. La légende disait « Notre joie grandit, bienvenue bébé espoir ». Sérafina fixa l'écran comme s'il l'avait trahi. Un rire étrange s'échappa de ses lèvres. « Oh, elle en a 3 maintenant, et moi, qu'est-ce que j'ai ?» Elle jeta son téléphone sur le canapé et pressa ses mains sur son ventre. « Pourquoi ne veux-tu pas me parler ?» cria-t-elle. « Me détestes-tu aussi maintenant ?» Sa situation la rendit à nouveau amère, et elle commença à éviter les espaces sociaux. Quand des amis l'invitaient à des baby showers, elle prétendait voyager. Lorsque son patron suggéra une contribution collective pour un cadeau de naissance, elle laissa tomber son stylo et lança sèchement « Pourquoi devons-nous célébrer la reproduction comme si c'était un exploit ?» Victor aussi prit ses distances, il ne la touchait plus la nuit et commença à faire des voyages d'affaires plus fréquents à Kisumu. Quand elle le confronta, il dit « Je n'ai pas signé pour ça, Sérafina. Cette maison ressemble à des funérailles à l'église. Je ne peux pas rester ici et pleurer avec toi. » Sérafina le regarda, incrédule. « Alors je devrais accomplir un miracle et transformer la maison en crèche pour te garder heureux, c'est ça ?» aboya-t-elle. Mais il ne répondit pas. Il quitta simplement la pièce. Un jour, Sérafina décida de se promener dans la forêt de Karura pour se vider l'esprit. Elle croisa un groupe d'enfants en sortie scolaire qui sautaient, riaient et chassaient les papillons. Une petite fille avec des tresses torsadées la bouscula et tomba. Sérafina tendit instinctivement la main pour l'aider à se relever, mais alors qu'elle touchait le bras du petit enfant, la fillette hurla. Un cri fort et terrifié, comme si un monstre l'avait touchée. L'institutrice accourut et demanda « Que s'est-il passé ?» La petite fille pleura « Elle m'a touchée. Elle m'a touchée. Je ne l'aime pas. » Les mains de Sérafina étaient toujours figées en l'air. L'institutrice s'excusa et éloigna l'enfant. Sérafina resta figée, sous le choc, tandis que les enfants passaient devant elle sans même lui jeter un second regard. Personne ne lui sourit ni ne lui fit signe. Cette nuit-là, elle s'assit sur le sol de la salle de bain, se frottant le ventre. « Mon Dieu, je me suis moquée d'eux. Oui, j'ai parlé bêtement, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. » Elle pleura jusqu'à ce que son corps tremble. « Je ne le dirai plus jamais. Je les aimerai, je les porterai. S'il te plaît, donne-moi Justin. » Mais tout ce qu'elle entendit dans la salle de bain fut le son lointain du bébé d'un voisin qui pleurait. Et soudain, ce cri lui parut être un jugement. Après un énième test de grossesse négatif, Sérafina s'assit un matin sur le bord de son lit et prononça les mots qu'elle n'aurait jamais cru dire. « Peut-être devrions-nous adopter ?» Victor, assis sur le canapé de l'autre côté de la pièce, leva lentement les yeux. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête désespérément. « Oui, je veux juste un enfant à moi. » Victor ne parla pas pendant un long moment. Puis il dit « J'ai déjà parlé à un avocat. Il y a un orphelinat enregistré à Nakuru. Ils sont ouverts à l'adoption privée. » Sérafina cligna des yeux. « Tu as déjà ?» Il acquiesça. « Oui, je l'ai fait il y a 2 mois. Je n'étais pas sûre quand tu serais prête pour l'idée. » Son ton était doux, mais son visage était toujours distant, et Sérafina réalisa qu'il avait cessé d'espérer avec elle. Cependant, ils firent le voyage à Nakuru ensemble un samedi matin. Alors qu'ils entraient dans l'orphelinat, la directrice sortit pour les accueillir. « Karibuni, vous devez être... » Et Madame Victor. Elle les fit entrer et leur montra les enfants qui jouaient. Sérafina sourit. Elle s'agenouilla et tendit les mains vers un petit garçon. « Bonjour, mon cher. » Le garçon la fixa pendant 3 secondes, puis il hurla. Le même cri fort et terrifié. Il s'enfuit, bousculant un autre enfant au passage. Le sourire de la directrice s'estompa légèrement. Il est un peu timide. Essayons un autre enfant. Ils furent conduits vers un groupe de tout petits. Une fille était assise par terre, jouant avec des poupées. Sérafina se pencha et sourit. « Salut, princesse. Puis-je me joindre à toi ?» La petite fille leva les yeux et s'arrêta. Puis, sans un mot, elle se leva et s'éloigna à nouveau. Sérafina était confrontée au rejet. Après que le 3e enfant eut fondu en larmes, dès que Sérafina tendit la main vers elle, Victor murmura « Peut-être devrions-nous revenir un autre jour ?» Mais la directrice la regarda attentivement et dit « Les enfants sont comme des animaux. Ils sentent l'énergie. Même ceux qui ne parlent pas encore, ils peuvent sentir ce que les yeux seuls ne peuvent voir. » Sérafina était confuse. « Que voulez-vous dire ?» La directrice ne l'accusa pas. Elle dit simplement «
Peut-être avez-vous besoin d'ouvrir pleinement votre cœur avant d'en tenir un autre. Dans la voiture sur le chemin du retour vers Nairobi, Serafina était assise raidement, le visage tourné vers la fenêtre. Elle murmura à personne en particulier, « Même ceux qui n'ont personne ne veulent pas de moi. » Victor ne dit rien, mais le silence dans la voiture était plus fort que n'importe quel jugement. Cette nuit-là, alors que Serafina était allongée sur le lit, elle se souvint de tous les moments où elle s'était moquée des bébés, quand Léo avait sali son écharpe et qu'elle avait crié comme si c'était de l'acide, quand elle avait refusé d'assister à une réunion sociale parce qu'elle voulait pas s'asseoir près de femmes qui allaitaient, quand elle avait dit à Grace ces choses que tu appelles des enfants, ce ne sont que des meubles bruyants. Maintenant, même les meubles bruyants ne voulaient pas s'asseoir à côté d'elle. Malheureusement, le lendemain matin, elle se réveilla et trouva un mot sur la table de la salle à manger. « Sérafina, je ne peux plus faire ça. Je t'ai épousée par amour. Mais l'amour sans croissance devient douleur. Je veux être père. J'en ai besoin. Peut-être que la porte s'ouvrira pour moi ailleurs. J'espère que la paix te trouvera. Victor. » Sérafina resta là, figée. Elle essaya de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Elle s'assit par terre et pleura. Même l'homme pour qui j'ai essayé de changer m'a quittée. Mais tandis qu'elle pleurait, elle entendit une petite voix lui murmurer « Es-tu sûre d'avoir changé parce que tu as compris ? Ou as-tu changé parce que tu voulais quelque chose ? Les enfants connaissent la différence. Après 8 ans de mariage et d'espoir d'avoir un enfant, la seule chose dont Sérafina pouvait se vanter était le silence et la solitude. La maison était maintenant trop silencieuse et impeccable. Pourtant, elle nettoyait plus que nécessaire et réorganisait les meubles, mais rien n'enlevait le vide dans l'air. Avant, elle se plaignait des jumeaux de Grace qui laissaient des miettes sous le canapé. Mais maintenant, elle fixait ses tapis vides et souhaitait que même les fourmis viennent au moins y jouer. Son téléphone sonnait à peine. Et les amis qui riaient autrefois de son sarcasme noir s'étaient affairés avec les dépôts à l'école et les visites chez le médecin. Leur groupe WhatsApp aussi avait changé et était maintenant rempli de messages comme « Essayez le lait en famille ». Ça aide avec les gaz. Mon fils a marché aujourd'hui. Je cherche une nounou. La mienne a encore démissionné. Sérafina lisait tout en silence et ne tapait jamais un mot. Elle n'avait absolument rien à ajouter à la conversation. Elle se moquait des mêmes femmes, mais maintenant elle aspirait à être parmi elles, même si c'était que pour dire « Mon bébé n'a pas dormi la nuit dernière ». Un samedi, elle se tenait sur son balcon et regardait les enfants sur le terrain de jeu de la résidence sauter. Juste à ce moment-là, un garçon tomba et s'écorcha le genou. Il cria et sa mère courut vers lui, le serra contre elle et embrassa la blessure. Le garçon renifla, leva les yeux et dit « Merci maman ». La poitrine de Sérafina lui fit mal et elle se détourna rapidement. Elle rentra chez elle, tira les rideaux et s'assit par terre pour pleurer. J'aurais embrassé son genou aussi. Je l'aurais tenu pendant la fièvre. J'aurais. Mais son propre écho fut la seule réponse qu'elle obtint. Plus tard cette semaine-là, elle essaya d'appeler Elias. Cela faisait plus d'1 an qu'ils ne s'étaient pas parlé. La ligne sonna, puis cliqua. « Allô ?» C'était Luna. Elle avait maintenant 10 ans. Sa voix était plus claire et plus nette. « Allô, qui est-ce ?» La voix de Sérafina trembla. « Salut, c'est tante Sérafina. » Il y eut un silence. Et puis l'enfant appela en arrière-plan « Papa, tante Sérafina est au téléphone. » 1 minute passa, puis la voix d'Elias retentit. « Sérafina. » Sérafina essaya de rire. « Grand frère, je voulais juste prendre de vos nouvelles à tous. » Ça fait un bail. Oui, en effet. Comment vont Grace et les enfants? Ils vont bien. Nous allons tous bien. Sérafina hésita, puis demanda « Puis-je vous rendre visite un de ces jours ?» Elias marqua une pause, puis dit « Je demanderai à Grace. » Et comme ça, l'appel se termina. Sérafina fixa le téléphone pendant longtemps, et son esprit revint à ces jours où elle s'était détournée d'un amour si pur et innocent. Elle s'était moquée du miracle de la maternité, et maintenant elle en payait le prix. Un jour, après être rentrée d'une longue journée de travail, elle trouva une enveloppe sur le pas de sa porte. Elle venait de Grace. Sérafina se figea un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une simple lettre. « Chère Sérafina, je ne suis plus en colère contre toi. Je voulais juste que tu saches que Léo et Luna se portent à merveille.
Ils sont forts et en bonne santé. Nous sommes une famille et ils savent que tu as essayé de t'occuper d'eux, même si ça se ressentait pas comme ça. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses, mais je veux que tu comprennes qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. J'espère qu'un jour, tu trouveras la paix avec ce qui s'est passé. Et si jamais tu veux les revoir, nous serons là à t'attendre. Grace. Serafina fixa la lettre en silence et les larmes coulèrent sur son visage. Pendant un instant, elle sentit l'espoir, mais ce fut de courte durée, car son corps souffrait toujours pour les enfants qui ne l'avaient jamais voulu et pour la vie qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Mais elle n'abandonna pas, elle décida d'essayer à nouveau. 1 an plus tard, elle contacta une agence d'adoption à Nairobi. Elle arriva à l'orphelinat, nerveuse mais déterminée. La directrice l'accueillit avec un doux sourire. « Soyez la bienvenue, madame. Nous avons beaucoup d'enfants qui aimeraient un nouveau foyer. » Alors que Serafina parcourait les couloirs, elle sourit au visage innocent. Elle s'arrêta près d'une pièce où un petit garçon était assis tranquillement près de la fenêtre. Elle s'avança, s'accroupit et lui sourit. « Bonjour, jeune homme. Je m'appelle Serafina. Quel est ton nom ?» Le garçon ne leva pas les yeux, ni ne répondit. Serafina tendit lentement la main, mais juste au moment où elle allait toucher son épaule, il la regarda avec peur, se leva rapidement et courut de l'autre côté de la pièce. La directrice s'approcha et consola Serafina. « Il n'aime pas les nouveaux visages. Ce n'est pas vous. » Serafina hocha la tête et essaya de réprimer la douleur dans sa poitrine. Bien sûr, elle savait que c'était pas le garçon, c'était plutôt la haine qu'elle avait autrefois portée dans son cœur qui repoussait les enfants loin d'elle. Cette nuit-là, après avoir quitté l'orphelinat, Serafina s'assit près de sa fenêtre, regardant les étoiles. Et dans ce moment intime, elle réalisa quelque chose d'écrasant. Elle n'avait jamais vraiment aimé les enfants, elle ne voulait que le statut de la maternité, l'image et la fierté, mais jamais le sacrifice ni la patience. Eh bien, maintenant, elle n'avait rien. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rattraper les années perdues, mais juste peut être, y avait-il de la place pour quelque chose de nouveau? Et ainsi, le week-end suivant, elle se rendit chez son frère. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle frappa à la porte. Léo ouvrit et s'exclama « Tati !» Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il courut dans ses bras et l'enlaça. Luna, timide au début, arriva en courant et en souriant, les mains levées. « On t'attendait, Tassi. Tu nous as manqué. » Les larmes inondèrent les yeux de Serafina. Elle les serra fort, et pour la première fois depuis des années, elle sentit la chaleur de ce dont elle s'était autrefois moquée. Le karma est effectivement venu, mais il n'était pas venu avec une punition. Au lieu de cela, il offrait la rédemption et une seconde chance, une chance de guérir, d'apprendre et d'aimer à nouveau. Et maintenant, elle passerait ses jours à être une mère pour les enfants de son frère.